Mesdames et messieurs, signori et signori, bienvenue dans le podcast Brillare, le podcast qui met en avant les parcours inspirants. Je suis la journaliste, votre présentatrice, et tous les dimanches à 18h sur la chaîne HD 24, vous êtes en ma compagnie pour plus de parcours, plus de divertissement, plus d'infos. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une grande dame. Une dame qui a fait de l'injustice son combat, une dame que vous aurez le plaisir de découvrir avec moi. Nastéo! Bonjour, merci pour l'invitation, merci de ta compagnie et merci d'échanger aujourd'hui autour de mon parcours. C'est toujours quelque chose de peu d'émotion. Déjà? Beaucoup, oui, beaucoup. En tout cas, bienvenue chez toi, bienvenue Merci. dans le podcast. Nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui. Tu sais, ici, en fait, on est un peu à la maison, donc on demande les nouvelles. Alors, comment tu gères le foire, Anastéo? Ben, écoutez, ma foi, ça va. Okay. Voilà, très très fatiguée en ce moment parce que l'actualité politique est très mouvante. J'ai aussi des enfants, donc c'est très mouvant. Aussi un travail et ça, voilà. Donc tout cela fait voilà, un ensemble de mouvements et de tornades du quotidien qui sont complètement éprouvantes. Mais je suis heureuse de partager ce moment et que je viens avec beaucoup d'intention et beaucoup d'énergie. Nastéo, je rappelle aussi que tu es militante antiraciste et afroféministe et tu es aussi une professionnelle de cybersécurité. Oui. Donc, je t'invite à regarder avec moi un petit extrait et après on revient. Je me demande si véritablement nous sommes en France, dans un pays où nous avons le droit encore de dire ce que nous pensons et en plus avec un peu cet imaginaire que ma parole de solidarité inciterait d'autres à faire quelque chose. Donc des fois on a en fait créé une mise à l'échelle et un raccourci qui est vraiment inconcevable dans notre quotidien. Donc voilà, c'est ça qu'on vit depuis un moment, c'est un peu ce déchirement du quotidien. Je vous avoue que des fois moi je suis prise d'angoisse des fois à démarrer des journées quand on voit ces injustices-là lorsqu'on est des militants engagés, épuisés aussi par la colère et l'engagement et de se dire finalement que je me retrouve dans un pays où constamment dans des débats on parle de l'état de droit, mais qu'en est-il du mien d'exprimer ma solidarité? Et c'est un Nastéo dans l'exercice de ses fonctions. Nastéo, qu'est-ce que c'est d'être une militante antiraciste et afroféministe pour toutes les personnes qui ne savent pas? Alors tout d'abord, c'est un long processus. D'abord, c'est être née en Afrique. Moi, je suis née à Djibouti. J'ai grandi à Djibouti. Je suis venue en France, j'avais 18 ans. Donc maintenant, j'en ai presque 36. Donc on peut dire que j'ai fait la moitié de ma vie en Afrique et l'autre moitié en Europe. Et en fait, être militant, c'est d'abord suivre un processus de déconstruction, de réappropriation de son identité et aussi, surtout, de pouvoir prendre la main sur l'environnement qui nous entoure. Ce qui se passe aujourd'hui, quand on est binationaux, on est d'un côté soit renvoyé à un schéma, finalement, dans lequel l'imaginaire collectif français essaye de construire par un biais raciste, soit de l'autre côté, être finalement de la double peine d'un système, d'un racisme systémique ou du moins d'un système qui met en place une espèce de racialisation entre les gens. Donc ce quotidien-là, être afroféministe et surtout afro-militante, c'est d'abord de dire ma couleur, c'est pas un débat, je débat pas avec vous sur ça en fait. C'est d'être vraiment ferme dans ses positions, dans son identité. Je suis pleinement binationale, je suis née en Afrique, je sais ce qu'est la réalité aussi là-bas, même si j'ai été jeune, quand même moins de 18 ans. On peut pas dire qu'on connaît les véritables réalités à la fois politiques et économiques, mais pour autant on a les réalités de l'identité. Donc il y a ça, de grandir finalement maintenant et de faire grandir mes enfants ici dans un autre environnement et de dire à cet environnement-là, à la fois je suis une richesse, là où vous pensez que finalement je renvoie à une forme de stigmatisation, etc. Moi, je renvoie à l'espoir de celui qu'on est aussi l'avenir de cette France, que mes enfants que j'élève ici, eh bien, ils auront pleinement leur place, pleinement leur identité. Et puis, ma foi, n'oubliez pas que je fais aussi partie de l'histoire de France et de son passé, parce que si je parle français aussi depuis Djibouti, c'est parce que c'est aussi une ancienne colonie française. Ben, c'est très intéressant ce que tu nous dis et j'avoue que c'est la première fois que je reçois une personne qui vient de Djibouti. On n'est pas beaucoup. On est une diaspora très éclatée. Alors moi, je viens d'une ethnie qui est les Issa, donc une ethnie somali Issa, qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, le petit clin d'œil, le Her Issa, donc le droit Issa, le coutumier Issa, vient de rentrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui va figer aussi dans le temps nos traditions et nos cultures. Donc voilà, j'en profite aussi pour ce salut au travers de ma culture et de mon histoire. On n'est pas beaucoup, on est une diaspora assez éclatée, on est en partie une ethnie
États-Unis qui est partagée entre la Somalie, Djibouti, l'Éthiopie, un petit bout de l'Érythrée. Donc une diaspora qui est beaucoup anglophone, donc beaucoup aux États-Unis, beaucoup au Canada anglophone, beaucoup en Angleterre. Une grosse partie de la partie francophone est plutôt belge et assez disparate en France, dans des villes comme Nancy, un peu sur l'Île-de-France, Toulouse, Montpellier, etc. Donc on est vraiment une diaspora très éclatée. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça qu'on n'entend pas parler. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Nastéo, tu es là. Yes. Donc, yes. on casse un peu les codes. Allez. D'accord. Tu es arrivé en France à l'âge de 18 ans. Oui. Comment était ton arrivée? Qu'est-ce qui t'a choqué dès que tu es arrivé en France? Alors, en fait, je vais dire un truc que je dis tout le temps, mais qui est tellement une vérité intemporelle. En fait, je suis arrivée de Djibouti, j'ai atterri à Bondy. Et en fait, je me suis rendu compte, naturellement, je suis quelqu'un de très engagé, donc j'ai cherché mes repères, les assos, etc. Et en fait, j'ai regardé, j'ai dit, mais les gars, on a les mêmes problèmes, en fait. on a les problèmes aux hôpitaux, on a les problèmes à l'école. Je dis, bah alors, le 93, vraiment, on a les mêmes problèmes qu'en Afrique, donc on va être solidaires, les gars. Et donc, en fait, voilà, ma première impression, ça a été vraiment de me dire que... en fait, les injustices, on traverse les mêmes et souvent, bah, c'est aussi renvoyé à notre couleur de peau et finalement, c'est une boucle qui tourne en rond comme ça. Ma deuxième impression, du coup, parce que je suis une éternelle optimiste, ma deuxième impression a été celui où l'information, quelque part, est accessible, mais rendue inaccessible. Je m'explique, par exemple, moi je suis quelqu'un qui aime énormément lire, qui aime énormément la culture, etc., etc. Et en fait, je me rends compte, dans un process qui... un peu comme ça, invisible, etc. On éloigne certains territoires de tous ces biais-là. Moi, j'ai appris l'art de la rhétorique en Afrique, à me plonger dans les livres en Afrique. Je suis venue en France, j'ai l'impression qu'en fait, on a décousu ces codes-là. Tout de suite, quand je suis arrivée à Bondy, je voyais moins un peu ces accès-là. La médiathèque n'était pas autant ouverte quand j'y étais, par exemple, etc., etc. Et donc, alors que le centre culturel français, j'y traînais tout le temps, par exemple. Ouais, et tous ces petits biais-là, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, je suis quand même sur un territoire où on a accès à un nombre patrimoine culturel et qui est accessible en soi, hein, mais il faut aller outre-périph, il faut aller le chercher, il faut aller braver le premier hiver pour aller continuer à garder un peu cette connexion-là. Donc ça a été surtout mes deux premières impressions en 2007. Bon, depuis j'en ai plein et j'ai construit plein d'autres choses. J'ai construit beaucoup d'autres choses. J'ai rencontré mon mari, j'ai eu des enfants. Je me bats pour que les toilettes de mes enfants à l'école publique fonctionnent. Tu vois, on est sur d'autres schémas maintenant, mais voilà, ma première impression, enfin mes deux premières impressions, c'était celle-là. Et puis finalement, mon quotidien aujourd'hui m'a envoyé un peu sur tout ce militantisme-là parce que pratiquement 20 ans, en 2027, il va y avoir les présidentielles, donc je serai arrivée vraiment 20 ans plus tard. On a exactement, un petit peu, je nuance quand même en pire, parce qu'à la sortie de Macron en 2027, on aura tout un système qui aura finalement dénaturé et désossé l'école, l'hôpital, les institutions. Voilà, il y aura tellement de choses que je me dis, mais en fait, j'ai eu cette impression où c'était comme à Djibouti en 2007, alors qu'est-ce qui nous attend en 2027, quoi. Voilà. Mais justement, à t'entendre parler, on sent vraiment une dame qui est venue, qui a cherché, qui s'est dit, je veux apporter des solutions à des problèmes. Mais est-ce que ça, c'était quelque chose qui t'était destiné ou c'est en voyant un peu la situation autour de toi que ça t'a donné envie de t'engager? Alors, je vais répondre avec la moi de maintenant parce que celle d'avant le faisait assez naturellement et n'avait pas le recul sur ça. En fait, moi, je viens d'une famille qui est naturellement engagée. Je viens d'un papa militaire qui est un ancien chef d'état-major de la Marine nationale à Djibouti. Et donc, en fait, je gravitais dans un univers finalement où à la fois l'esprit critique, l'accès à l'information et la déconstruction étaient quelque chose en fait de naturel qui était posé sur la table et j'avais qu'à piocher et puis construire ce que j'avais à construire. En arrivant en France, j'étais plutôt dans une phase de résilience. J'arrive seule, je suis étudiante. En plus, j'avais un papier. Mon grand frère, finalement, m'avait dit « Ah bon, on habite à Bondy, la prépa de Saint-Denis est juste à côté, ça va aller. » Alors que j'ai été prise dans une autre prépa qui était Condorcet à Saint-Lazare. Mais il m'a dit « Non, mais Paul-Éluard à Saint-Denis, c'est le même département, ça va aller. » Alors que pas du tout, il fallait passer par Gare du Nord pour retourner à Saint-Denis, machin. Donc, autant dire, quand tu arrives, tu as 18 ans, tu es un peu noyé dans tout cet univers du métro, du froid, des journées courtes, alors que tu viens d'un pays chaud, où voilà, il y a le soleil, la vitamine D toute la journée. Et il y a du temps. Et il y a du temps, exactement. Et il y a du temps, justement. Du temps de construire, de se questionner, etc.
Alors, la moi d'aujourd'hui va te dire, oui, c'est quelque chose qui coule dans mes veines, c'est quelque chose aujourd'hui que je sais appeler politique, que j'appelais même pas encore politique en 2020, pour te dire. Hein, donc, j'ai vécu ces 4 dernières années, j'ai envie de dire, en vie de chien. Une année, ça a été 7 ans, à chaque fois, en termes de formation, en termes de déconstruction, en termes de construction et aussi en termes de planification. Ça a été vraiment 4 années qui en valent au moins 20 dans mon parcours. La politique, c'est en moi. La politique, ça a grandi en moi. La politique, ça a été dans ma famille, ça a été dans mes gènes. Et donc ça, aujourd'hui, je l'assume pleinement parce que j'appelle ça de la politique. Avant, j'appelais ça un peu de la résilience. J'ai appelé ça un peu gestion du quotidien, de la construction, de la résistance. Voilà, il y avait d'autres termes, mais il n'y avait pas le terme politique. Aujourd'hui, je suis pleinement politique, tout simplement parce que je me suis formée. J'ai pris le temps, j'ai pris quelques claques. Hein, pour te raconter aussi mon arrivée sur la scène politique, je suis arrivée en 2020 au municipal à la ville de Stein, dans lequel j'ai acheté auprès d'un promoteur qui, sous couvert, qui construisait dans le 93, et bien pour lui, il pouvait faire preuve de médiocrité et dire je vais construire des bâtiments, si ça coule par-ci par-là, de toute façon ils ne parlent pas français, ils sont bien contents de sortir de la cité, ils viennent d'acheter, ils ne vont rien dire. Et donc, tout de suite, ça a été un processus de dire, non, en fait, on vient de t'acheter, on vient d'y mettre notre prix, donc en fait, tu nous respectes et puis on va faire preuve de dignité pour nous-mêmes. Donc, tout de suite, à organiser une résistance, moi, je travaille toujours sur 4 phases. S'informer, se former, s'organiser pour résister. Oh, je ne connaissais pas le droit de l'immobilier, ok, t'inquiète pas, je ne vais pas dormir 4 nuits, je vais bûcher, je vais comprendre ce que tu me racontes. Dans 4 nuits après, le 5e jour, on va faire le rendez-vous, on va discuter. Et donc, s'ensuit une véritable lutte, rassembler les voisins, organiser la résistance et puis en avoir pour notre prix, en fait. Le promoteur ne doit pas se moquer de nous. Concours de circonstances, on fait appel à la municipalité, le maire en place à ce moment-là me repère. Je ne savais même pas ce qu'était une liste, hein. Je n'appelais même pas ça politique avant. Hein. Et donc, j'arrive comme ça sur la scène politique, il me fait appel à moi, il me met sur sa liste, il me met 4e de sa liste, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Mais très bien, soit, j'ai confiance en l'homme, il m'a aidé dans mes luttes, c'est à moi aussi de faire preuve de cette redevabilité, parce que la gratitude est aussi, quand on est très croyante, la gratitude a une vraie place. Et donc, ce processus-là, et puis je me prends ma première claque, 1 heure avant l'installation du conseil municipal, enfin la veille, et puis confirmation 1 heure avant. Il me dit, non, finalement, tu seras ni adjointe, ni conseillère municipale déléguée, tu seras conseillère municipale sans rien, et puis sois gentil, mets-toi au fond de la salle, quoi, grosso modo. Et là, je me dis, attends, il se passe un truc, je ne comprends pas tout. Et comme toujours, s'informer, se former, s'organiser pour résister. Donc, je laisse couler le temps, je me forme, j'essaye de comprendre ce qui vient de passer, j'essaye de comprendre ce qu'est une politique locale, une politique municipale, j'essaye de comprendre comment tout cela se met en place, j'essaye de me dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Chemin faisant, ce qui se passe, c'est que je comprends les choses, je me forme, je bûche, je rencontre les gens. En plus, j'ai un naturel à aimer les gens et à réseauter. Donc, je vais dans les autres villes, je fais la tournée vraiment d'un maximum de villes. Je rencontre plein de gens, j'essaye de comprendre leur réalité. Je comprends alors le niveau d'irrespect qui a été le mien, en fait, finalement, dans cette scène-là. Je comprends tout ce que j'ai mis en œuvre, parce qu'en plus, j'ai fait toute la campagne, j'ai fait en sorte que vraiment, j'ai un investissement plein et entier. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'engagement, c'est un sacrifice. Le temps que l'on met dans quelque part, c'est un temps qu'on enlève de quelque part. Donc, ça a été aussi un engagement sacrificiel pour moi. Et en parcourant les villes, en rencontrant les personnalités, en rencontrant ce qui se passait, je me rends compte du niveau d'injustice qui a été le mien dans tout ce processus-là. Et puis, un matin, je me lève, je dis, écoutez, vous savez quoi, je suis une femme politique. Parlons politique maintenant. Et c'est comme ça que depuis maintenant, on va dire, 2022, donc je suis pleinement une femme politique. Je réfléchis sur les choses, je ne parle pas beaucoup parce que combien même j'aime finalement la parole politique, pour moi je la modère énormément parce qu'aujourd'hui malheureusement le paysage politique est fait de polémiques et de surréactions et on ne prend plus le temps de l'analyse, on ne prend plus le temps de réfléchir sur le long terme. Donc je me refuse un peu des surréactions à la TikTok ou des surréactions à la Twitter, mais je reste perpétuellement dans cette analyse, dans cette déconstruction, dans ce décryptage. Un temps, j'ai fait un podcast politique pour faire un décryptage de tout cela. Ça prend énormément de temps. Et oui. Voilà, oui, je le reconnais. Et comme ce n'est pas mon métier non plus, donc voilà. Et puis la scène que vous venez de montrer, c'est donc aux médias où de temps en temps, je suis invitée aussi dans ces débats-là
pour poser une parole un peu différente, une parole qui ne serait pas celui d'un parti politique, parce que je suis de la société civile, je n'ai pas de couleur, je suis une femme de gauche, donc ancrée à gauche sur des valeurs, et donc petit à petit de construire son chemin. Et puis comme j'aime à dire, j'ai 36 ans dans un mois, donc si Dieu me le permet, j'ai le temps aussi de poser un certain nombre de choses dans mon parcours et de le construire sans pour autant donc aller trop vite, mais sans pour autant aller trop lentement non plus, parce qu'en réalité, c'est aussi nos vies qui en dépendent, et plus on laisse de l'espace à d'autres de décider pour nous, plus on a le résultat qu'on voit aujourd'hui. Bah, c'est tellement passionnant de t'écouter, je pense que... Pardon, je parle beaucoup, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai envie de te poser une question. On va sûrement revenir sur ton activité politique parce que c'est très intéressant. Mais tu es professionnelle en cybersécurité. Oui. Pourquoi? Alors, comment tu es arrivée à la cybersécurité? Alors, j'ai cette passion depuis toute petite, parce que je me baladais dans les couloirs de l'état-major de mon père et je voyais toujours des dossiers où il y avait marqué confidentiel, secret, machin. Et je me suis toujours demandé, mais comment ça marche tout ça? C'est quoi ces labels, etc. Et donc, en ayant mon bac, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie. Je ne savais pas. Je suis arrivée en prépa, je ne savais pas. Et puis, j'ai rencontré une dame donc, qui s'appelle Nacera, qui est présidente de l'association CEF6, donc les cercles des femmes de la cyber. En école d'ingénieur, en première année, il y avait plein de cursus. Donc moi, j'ai pris une école télécom, parce que c'est ce que je voulais en fait globalement, mais je ne savais pas ce que c'était la cybersécurité, tout ça, machin. Et puis, je suis arrivée en école d'ingénieur après mes 2 ans de prépa. J'ai rencontré cette dame, du tour d'un forum, elle prenait la parole et puis elle expliquait ce qu'était un responsable cybersécurité, un RSSI, responsable sécurité des systèmes d'information. Et là, je me suis dit, intéressant, qu'est-ce qu'il faut pour devenir RSSI? Et donc, du coup, j'ai découvert ce métier-là, j'ai découvert les métiers de la cybersécurité, j'ai pris cette spécialité en école, j'en ai fait mon métier avec différentes strates. Je suis passée des métiers de l'intégration, de l'avant-vente, de l'audit, et aujourd'hui, pleinement RSSI, donc au sein d'une institution publique aujourd'hui. Et comment tu fais pour concilier tout ça? Conseillère municipale, responsable en cybersécurité, militante, afro-féministe, antiraciste. Comment tu fais pour... Est-ce que ça matche déjà ensemble? Oui. Alors déjà, la première chose, c'est l'humilité de se dire qu'on n'est parfait nulle part. Déjà, c'est la première chose. On fait petit bout par petit bout. Par exemple, lorsque j'ai eu ma fille en 2022, eh bien, il y a des choses qu'il faut délaisser, il faut prioriser. Dans l'agenda, on ne peut pas tout caler. Après, moi, j'ai l'impression de vivre des journées de 30 heures sur 24. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, il faut déprioriser. Donc, pendant un temps, j'ai enlevé tout l'aspect engagement politique. Donc, voilà, c'était le travail, ma fille, et me reconstruire moi, suite à un postpartum, etc. On en parlera de la santé mentale aussi un autre moment. Et donc, forcément, tout ça, c'est un équilibre naturel. La ligne rouge de cet équilibre, d'abord, c'est la foi. Sans la foi, et pour moi, sans la foi et sans la confiance en Dieu, cette ligne-là, elle est ébranlée un petit peu. On va dire, elle est un peu sinusoïdale. Donc, cette ligne rouge-là, elle tient d'abord par ma foi. Et ensuite, chaque journée, je me lève avec l'intention de me dire, Seigneur, ce que vous mettrez sur mon chemin, je le prendrai avec l'humilité de ce que vous me donnerez. Donc, je scinde mes journées. Il y a les heures ouvrées, c'est mon travail, parce qu'il faut bien que je gagne mon pain. Et puis surtout, la politique n'est pas mon métier. La seconde, c'est l'engagement. Donc, conseillère municipale, aujourd'hui, je suis conseillère municipale d'opposition, donc je n'ai pas les clés pour quoi que ce soit. Pour autant, ce que je fais aussi, c'est d'être au service de ceux que je peux aider, à la fois au travers de mon association, quand il faut mettre des femmes à l'abri, ou former des jeunes de 3e au CV, prise de parole, etc., ou soutien scolaire. Par exemple, sur un programme qu'on va démarrer à partir du 16 décembre, les stages de 3e en cybersécurité aussi pour les faire découvrir et tout ça. Donc, ça passe par du morcellement et un équilibrage de la journée. Tout ça, il ne faut pas oublier que je suis aussi la femme de quelqu'un. Et puis, je suis aussi femme. Donc, il faut aussi avoir ce temps aussi pour soi, ce temps pour le couple, ce temps pour les enfants, le temps pour l'engagement, le temps pour le travail et le temps pour l'émancipation personnelle. De pouvoir lire, de pouvoir écrire aussi. Par moments, j'essaye d'écrire aussi dans mon petit bout de table. Donc, tout ça, eh bien, en toute humilité, d'abord, c'est la foi. Ensuite, j'ai un compagnon qui m'épaule énormément et qui a confiance en ce que je construis. Et puis, le troisième point, c'est celui finalement de l'émancipation. À partir du moment où j'arrive à trouver un équilibre dans ma santé mentale, eh bien, l'engagement étant un sacrifice, eh bien, mon sacrifice aura la meilleure des intentions. Et après, si un temps je ne suis pas là ou je suis ici, je déculpabilise de tout ça. Les gens qui disent donc tu ne fais pas ci ou pas assez ceci ou pas assez cela, grand bien vous fasse, chers messieurs, dames, il faut le faire et puis on en fera le bilan ensemble. Donc maintenant, je me détache complètement à la fois de la critique humaine
finalement, à la fois sur la perfection. Les choses ne sont pas perfectes, les choses sont perfectibles, pardon, excuse-moi. Je n'arrive pas encore à communiquer comme il faudrait sur les réseaux sociaux, comme quoi j'ai plein de choses à apprendre encore, à faire, mais je me détache de tout ça, je me dis, ah, pas de souci, il y a un temps, il y a celui de Dieu, il y a celui des hommes, et je construis petit à petit chaque journée. Et depuis que j'ai installé ça dans ma santé mentale, magnifique. Ça roule tout seul. Vraiment, ça roule tout seul. C'est ce qui me permet d'être avec toi aujourd'hui et de repartir, de gérer les enfants, d'autres rendez-vous. Donc, vraiment. Et qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Vraiment, ce qui me rend le plus fier aujourd'hui, c'est d'être pleinement accomplie dans ces différents aspects de ma vie. Mon travail, combien même il comporte des difficultés, eh bien, il y a un accomplissement personnel. Parce que c'est un métier qui me passionne. C'est un métier où on apprend tous les jours chaque chose. L'engagement, même s'il est difficile aujourd'hui dans un monde où la politique n'est pas du tout évidente, eh bien, pour autant, je transmets à mes enfants leur capacité de vous dire que vous êtes votre propre solution. Vous voyez, maman, elle se lève tous les jours pour dénoncer les choses, pour mettre en place une autre histoire. C'est aussi pour que vous ayez les armes de dire non, je n'accepte pas certaines choses. Enfin, sur l'aspect de l'engagement, c'est de me dire, eh bien, aussi une part de ma foi, c'est aussi de la rétribution auprès de l'autre. Eh bien, même si je fais 1 heure dans la semaine, eh bien, c'est une rétribution auprès de l'autre que je fais aussi auprès de Dieu. Donc, au final, ce dont je suis le plus fière aujourd'hui, c'est d'avoir trouvé un équilibre mental qui me permet un accomplissement dans chaque aspect de ma vie. Ben, c'est super intéressant, Nastéo. Je te propose de faire une pause. Okay. On va passer à une rubrique que j'aime beaucoup et que mes invités n'aiment pas forcément. Les scanners. Ok. Ils redoutent toujours cette rubrique, je ne sais pas pourquoi. Oui. C'est tellement facile. Alors, Nastéo, Oui. donne-nous ta chanson préférée. Oh là là. C'est pour ça que je demandais, est-ce qu'il y a des questions avant? Alors, ma chanson préférée, surtout en ce moment, vous allez rigoler, mais alors là, c'est le petit escargot. Le petit escargot. Ouais. Ok. Parce qu'il tourne en boucle. Il tourne en boucle chez moi. Ma fille a 2 ans. Voilà. J'ai Alexa à la maison. Ma petite fille vient voir Alexa et tous les matins, elle lui dit, tu peux mettre le petit escargot? Voilà. Et donc, en ce moment, je danse et je m'amuse tous les matins avec... ça me donne le sourire, en fait, rien que d'y penser, parce qu'en fait, c'est la scène, c'est l'émotion que ça dégage. Et donc, en ce moment, tous les matins, on est là. Le petit escargot porte sur son dos. Voilà. Ben, merci beaucoup à la choupette. Voilà. Ça s'appelle comment déjà? Laïa. Laïa, merci Et elle a beaucoup 2 Laïa ans. de nous Voilà. faire découvrir le petit escargot. C'est pour ça, vraiment, les questions scanner. Non, mais et puis, ça me donne la joie. Ouais. Et dans la journée, j'y repense. Hein. Je suis peut-être au bureau, je peux dire petit escargot. Voilà. Voilà. Ok, qu'est-ce que Nastéo aime manger? Nourriture préférée? La tchéké. Et d'ailleurs, la tchéké a été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, nous sommes très fiers. En tant qu'Ivoiriens, nous sommes très fiers. Merci beaucoup. Petit clin d'œil. Ouais. La tchéké. La tchéké, c'est mon plat de la dépression. À chaque fois que je me sens pas bien, que je suis au fond du lit, je veux un plat d'atchéké avec du piment et ça me fait du bien. Ah. Voilà. Et mon plat entre guillemets, que je peux manger, genre même toute heure dans la journée, c'est les lasagnes. Mais les miennes. Pas n'importe lesquelles. En fait, je vous explique. Nastéo vient de Djibouti. Elle est arrivée en France. Je lui demande des plats préférés, elle me donne un plat ivoirien, un plat italien. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Hein. Je n'essaye pas de... Non. Alors, je réfute. Ceci n'est pas une démarche intéressée. Je réfute. Ce que j'essaye de dire, c'est vraiment le plus sincère possible. La tchéké, je l'ai découvert en France. Parce que moi, il n'y a pas de manioc à Djibouti. Et en fait, je ne sais pas comment expliquer, mais à chaque fois que je me sens pas bien, je te jure, hein, ou quand je sors avec des amis, je sais que j'ai une journée catastrophique, je te jure, je prends un plat d'atchéké, poulet, avec un piment, je me mets au fond du canapé, mais ouais, c'est tout, vraiment. Et depuis que j'ai découvert ça, c'est devenu mon plat de... Tu sais, mais quand tu te sens pas bien, tu as toujours un plat qui te donne un peps. Eh ben, c'est celui-là. Voilà. Et juste mon mari, c'est ce qu'il me prend à chaque fois. Il me dit, ah, on prend un peu d'atchéké. Un peu d'atchéké, voilà. hein. Voilà. Super. Nastéo, ta plus grosse bêtise. Je sais que tu es une femme très carrée, mais là... Alors, je vais te dire un truc très sincère que je ne dirais sur aucun autre plateau. Je suis une femme très carrée, sauf que je ne suis pas du tout carrée.
Ok. Je suis quelqu'un qui blague beaucoup, qui s'amuse beaucoup et qui aime vraiment aimer. Tout ça, c'est mes aspects, c'est moi. C'est pas ce que je mets sur les plateaux, c'est pas ce que je mets sur tout ça. J'aime énormément le fun et ma plus grosse bêtise, c'est donc quand j'étais étudiante. Alors, déjà, il faut donner le cadre, donc famille militaire, Oui. voilà. Voilà. Moi, j'ai appris que le soleil se couchait en France, hein, parce qu'à Djibouti, à Djibouti, tu rentres à 17h, tu vois, en tant Voilà, que c'est jeune bon, c'est fille. fini. Voilà, tu ne vois jamais le soleil se coucher en réalité. Et donc, ma plus grosse bêtise, parce qu'il y a prescription, je peux le dire au cas où mes parents tombent sur la vidéo, c'est qu'à l'époque, j'avais fait un retour sur le téléphone fixe, parce que les parents, ils appelaient toujours sur le fixe, Oui. pour savoir, c'est bon, t'es à la maison, t'es à la rentrée maison, courte, t'es t'es là, rentrée. tu bouges pas. Uh-huh. Du coup, j'avais payé une blinde en tant qu'étudiante pour tourner le numéro pour qu'il revienne sur mon portable pour continuer à faire le tour du monde. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Ça me Très coûtait très ingénieux, cher. ça. C'était ma plus grosse bêtise et sur lequel, maintenant que je suis maman, je me dis qu'est-ce que mes enfants vont me faire. Voilà. Bah écoute, merci Que je n'ai beaucoup, dit ailleurs, Nastéo. donc ton scanner est dur. Hein. Ah. Faut pas que la vidéo serve après en disant Nastéo fait des bêtises. Nastéo fait des bêtises. Bon, c'est pas non plus une Oui. bêtise. Bah, je raconte grave. que la partie émergée de la bêtise. Voilà. Bon, nous, ça nous va. On va pas mettre à porte-à-faux nos invités. Donc, merci beaucoup, Nastéo. Tu vois que c'était facile. C'était pas si dur que ça. Mais non, ça va. tu mets très à l'aise tes invités. Super. Merci Alors, beaucoup. Nastéo, on va parler d'un sujet épineux. Et je sais que c'est un sujet que tu aimes beaucoup, la politique française. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe en France? Alors, ce qui se passe en France, du coup, aujourd'hui, déjà, il se passe un chaos, comme ils aiment à dire. Ils appellent ça ingénieur du chaos en parlant de la gauche et de l'extrême droite. Mais en réalité, les ingénieurs du chaos aujourd'hui, c'est tout le paysage politique. Moi, je mets tout le monde dans le même sac. Je mets tout le monde dans le même... Bon, sauf le RN, je ne les calcule pas, parce que de toute Ah, façon... on sait mutuellement qu'on ne s'aime pas. Donc Voilà. ça, au moins, c'est clair Au et moins, net. c'est clair et Voilà. tout. Mais je mets tout le reste du paysage politique dans le même sac parce que, en fait, à force de faire des guerres des égos, ils ont oublié de construire une société des égos. En fait, ils ont oublié aujourd'hui que c'est nos vies. Nous sommes les sujets de l'expérimentation. Donc, tous vos débats, vos mises en scène, vos sièges, vos calculs algorithmiques, machin, etc. En fait, c'est des gens comme moi qui ont juste besoin d'emmener leurs enfants à l'école, qui ont besoin de se soigner et qui ont besoin de travailler. En fait, on a oublié tout ça. Et on a déporté tout le sujet politique sur une espèce de télé-réalité politique à la française. Celui-là aime celui-là n'aime pas celui-là, celui-là veut composer avec celui-là, machin. Et dans tout ce paysage-là, personne ne parle de la vie des Français et de leur enjeu. Donc ça, je mets tout le monde dans le même panier. Maintenant, qui on sauve du panier ou qui se sauve du panier? Eh bien, en réalité, il y a très peu d'acteurs qui se sauvent. Aujourd'hui, à la LFI, ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail à la fois de dénoncer les génocides en cours, de Goma à Gaza. Ils ont fait le travail pour dénoncer, par exemple, la vidéo que vous mettiez, qui était justement l'apologie du terrorisme, pour qu'elle sorte du droit commun et qu'elle aille à sa juste place dans le droit de presse. Ils ont fait le travail de rappeler, parce qu'eux, ils ont un programme et ils rappellent au quotidien. On a qui d'autre on sauve du panier? L'ensemble de reste de la gauche, entre guillemets, donc tout ce qui est PS, PCF et surtout les écologistes, parce qu'ils font le taf, parler d'écologie et de justice sociale. Maintenant, dans tout cela, il y a des acteurs. Parce que là, je te parle des blocs, donc les personnes morales, on va dire, l'organe politique. Maintenant, il y a des individualités, j'ai envie de dire, ouais, ils sont un peu border. Mais quelque part, je m'en fous parce que c'est la masse qui doit nous importer. C'est comment on construit un véritable projet de société pour qu'on puisse construire l'avenir de nos enfants et pour qu'on construise le présent des personnes qui vont à la retraite. Par exemple, ma belle-mère, dans tous leurs débats, elle aurait pu déjà être à la retraite s'il n'y avait pas cette réforme-là. Aujourd'hui, elle est aide-soignante, elle a le dos fragilisé, l'épaule fragilisée et on est dans une scène où ils débattent si elle doit rester 2 ans de plus, 2 ans de moins, 6 mois de plus. Et la vie des gens dans tout ça, en fait. Et la vie des gens. Donc, voilà, tout ce paysage-là, aujourd'hui, est plutôt devenu un paysage de télé-réalité politique. Et pour moi, la gauche, elle a aujourd'hui une capacité et une chance de reconstruire, surtout avec un président comme le nôtre aujourd'hui. C'est malheureux, mais il est là encore pour, comment il a dit, 30 mois. Donc, il a compté en mois. Donc, on va aussi faire comme avec les enfants. On va compter en mois. Hein. Donc, à 30 mois, un enfant, voilà où il en est. Donc, nous, on va se dire que dans 30 mois, lui ne sera plus.
Et comment on fait pour arrêter de débattre sur le présent qui, ça y est, les cartes, elles sont... En fait, c'est comme ce verre d'eau. S'il commence à tomber, je ne peux pas ramasser toute l'eau et remettre dedans. C'est plus possible. Là, ça y est, l'eau a coulé. Maintenant, on fait comment pour qu'on puisse finalement rassurer d'abord les Français, ramener un peu de stabilité et faire en sorte qu'on remplisse le verre avec des bonnes choses. Un programme, il y en a, ils en ont un. Ça a travaillé. Donc, vous avez discuté, vous avez construit le NFP. Maintenant, pour des guerres des égos, pour une guerre des égos, vous voulez éclater les choses. Je suis fatiguée de commenter de la télé-réalité. Voilà. Je suis fatiguée de commenter une télé-réalité qui oublie, en fait, que c'est nos vies qui sont en jeu. Je suis fatiguée de commenter une télé-réalité qui, au final... Nous, acteurs politiques, dans tous les cas, on n'aura pas notre place non plus parce que, voilà, c'est des sièges gardés, calculés, structurés, machin. Et finalement, même notre voix, même ma voix de dire, les gars, allô, on arrête la diversion, comment on fait, comment on construit. On n'a même pas cet espace-là. En fait, l'espace est non seulement accaparé, mais en plus, il est bordélisé. Donc, voilà. Et encore, j'utilise ce terme-là exprès parce que c'est le terme, pour moi, je mets tout le monde dans le même sac. Ça y est. Voilà. Est-ce que tu vois un avenir politique français assez négatif ou y a quand même Je suis une éternelle positive. Et puis, on a aussi une capacité humaine, c'est qu'on sait réécrire des histoires, on sait avancer. Voilà. Le temps, il avance, donc on avancera avec lui. Donc, je reste positive, je sais qu'on en a la capacité. Il y a des personnalités qui tiennent la route. Allons vers ces personnalités-là qui sont en capacité. Moi, j'ai soutenu Mélenchon plusieurs fois et je le ferai encore s'il est là en 2027, du coup. Parce qu'on a besoin de ces personnalités fortes-là. Si maintenant ce n'est pas lui ou un autre, je m'en fiche. Tant que ce sera le programme qui nous tiendra et qui se mettront d'accord, on en tiendra un autre. Je resterai profondément de gauche. Mais par contre, des personnes du PS qui n'arrivent pas à parler de génocide alors qu'on voit en 4K la vie d'enfants qui sont en train de mourir, des personnes écologistes qui ont un peu du mal à tenir bon les deux bouts parce qu'ils sont ballottés entre le PS et la LFI, des personnes qui veulent aller dans des caricatures. Mais en fait, on s'en fout de tout ça. En fait, on s'en fout de tout ça. Là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a le prix de l'énergie qui explose, l'hôpital, il est en train de s'écrouler, la santé, enfin, l'école au niveau de nos enfants, c'est la catastrophe. Le collège de Stein, il y a encore une fenêtre qui tombe sur une enseignante, enfin, sur la secrétaire de direction. Enfin, il y a un moment, il faut qu'on remette les pieds sur terre, quoi. Et c'est ça que je reproche à l'ensemble du paysage, finalement, politique. Bon, la droite, les macronistes, on peut calculer. Mais voilà. Moi, je regarde ma maison d'abord. Voilà, on regarde le bien de la population. Voilà. OK. Dis-nous un peu de ton actualité. Mon actualité personnelle, eh bien, en fait, elle est très simple. C'est de terminer l'année déjà. C'est bien. Voilà. Avec l'association, je suis présidente de l'association Carré Citoyen. Donc, dans cette association, on met le citoyen dans le carré, donc les 4 phases, s'informer, se former, s'organiser pour construire, résister, etc. etc. Et donc, la semaine du 16 décembre, on va encadrer des jeunes de 3e, un groupe de 20, et puis on va leur ouvrir d'autres perspectives, et puis ensuite, il y a les fêtes, donc repos. Et ensuite, la rentrée, j'aurai une actualité majeure à partir de janvier 2025, c'est de convaincre les Stanois et les Stanoises qu'il ne faut plus être résigné parce qu'aujourd'hui, on est sur des territoires où on ne vote plus, sur des territoires où on n'y croit plus. Et donc, d'aller au plus près donc avec mon équipe, le groupe politique auquel je fais partie, et de se dire, allons-y, reprenons les rênes, reprenons notre vie en main, allons construire quelque chose dans les perspectives des municipales 2026. Voilà. Merci beaucoup, Nastéo. Avant de se laisser, j'aimerais bien qu'on affiche une photo. Je sais quelle photo tu vas afficher. Elle a beaucoup d'émotions, cette photo. Elle a énormément d'émotions parce qu'on s'est rencontrés aussi dans un contexte assez particulier. On ne s'est pas lâché depuis. Et je crois que c'est la première fois qu'on matérialisait le virtuel au réel ce jour-là. Donc voilà, elle date de presque 2 ans maintenant. Ouais, 2 ans et demi même, parce que j'étais enceinte de 6 mois, là. Et Laïa va à 2 ans et demi. Donc, Donc, là, on était en pleine actualité des présidentielles. Je pensais encore être candidate aux législatives à ce moment-là. Avant d'apprendre que le jour de mon terme était le jour du vote. Comme quoi, la foi, c'est important. Hein. C'est important. Vraiment, c'est important la foi. Hein. Quand le médecin me dit « Oui, mais votre terme est prévu le jour du vote », j'ai dit « Ah ».
Bon, ben, Bon, on va sortir autre chose. Hein. Donc, oui, c'est une photo qui a beaucoup d'émotions, c'est une photo qui a beaucoup d'histoire, et puis elle fait la nôtre, en fait. Ouais, Et on se retrouve finalement Et on aujourd'hui. se retrouve sur le plateau. Voilà. Avec grand plaisir. Je tiens à dire que Nastéo était vraiment un grand soutien pour moi. Hein. On ne peut pas tout dire à la caméra, mais elle était vraiment un grand soutien pour moi. Même quand je voulais lâcher, elle était toujours là pour dire « lâche pas, je suis fière de toi ». Donc, pour moi, c'est vraiment une fierté. C'est naturel, en fait, de venir te mettre en lumière dans ce plateau. Merci beaucoup. Merci à toi. Et donc, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très prochainement pour la découverte d'un nouveau profil inspirant. Je suis la journaliste, votre présentatrice, et je vous dis à très bientôt. Ciao!